Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous un autre extrait de mon livre Caractère, 12 types de femmes à éviter. Dans cet extrait, je parlerai du type numéro 6, la dopamine junkie, une accro aux réseaux sociaux et aux sites de rencontres. Avant d'aller plus loin et de vous lire cet extrait, je souhaitais rappeler que le livre est disponible sur Amazon au format papier et numérique. Lien en description de cette vidéo. Le format numérique est en téléchargement instantané, vous le recevrez directement sur votre liseuse, tablette ou téléphone. Il faut juste télécharger l'application Kindle gratuitement sur Amazon. Et la version numérique est aussi moins chère. Et pour la version papier, j'ai de très bons retours au sujet des délais de livraison, sous 3-4 jours en général, donc je suis plutôt satisfait, pour ne pas dire impressionné, par le service logistique d'Amazon. Je rappelle que j'ai publié ce livre en auto-édition, que j'ai quasi tout fait moi-même, et avoir un service de la qualité de ce que propose Amazon est une véritable aubaine. J'ai tenté un service d'auto-édition français pour proposer une alternative à Amazon, notamment The Book Edition, mais j'ai vite laissé tomber parce que la qualité du service n'y était pas. Pour faire simple, je n'ai jamais reçu les épreuves du livre, j'ai été débité 2 fois et je n'ai jamais été remboursé, et je leur ai envoyé un message en leur disant: si vous n'êtes même pas capable de gérer l'envoi d'une seule épreuve du livre, comment allez-vous gérer la dizaine de milliers de commandes qui risquent d'arriver si je publie mon livre sur votre plateforme? Pour la petite histoire, ils ne m'ont jamais répondu. Donc à tous ceux qui me disent « oui, Amazon, c'est un monopole, c'est les GAFA, c'est les Américains, c'est les méchants », je vais vous répondre très simplement, Amazon est un monopole pour une raison. Et cette raison, c'est que, en France, il n'y a rien en face d'Amazon. En auto-édition, face à Amazon, il n'y a que des bricoleurs. Sans parler de la puissance de l'algorithme d'Amazon qui fait découvrir le livre à un public plus large, qui permet des liens d'affiliation, qui permet les commentaires, etc. Donc pour l'instant, comme j'ai envie que mes lecteurs reçoivent le livre et soient satisfaits de l'expérience, c'est un peu la finalité, je reste chez Amazon. Et merci aussi à tous ceux qui ont déjà laissé un commentaire, bon ou mauvais d'ailleurs, et n'hésitez pas à en laisser car c'est vraiment ce qui contribue à l'identification de l'ouvrage en tant que pièce importante par les algorithmes. Et si vous êtes en manque d'inspiration, pour écrire votre commentaire, demandez à ChatGPT. C'est pas une blague, c'est très sérieux. On peut parfois avoir envie de laisser un commentaire, mais on n'a pas envie de se prendre la tête avec une formulation, etc. Donc ce que vous pouvez faire, je vous demande pas d'écrire de faux commentaires, ce que vous pouvez faire, c'est entrer quelques notes dans ChatGPT de ce que vous avez pensé du livre et lui demander de vous générer un texte sous forme de commentaire de livre Amazon. Et ChatGPT va simplement prendre vos arguments et vous produire un texte que vous pouvez copier-coller sur Amazon. Voilà. Si vraiment, et je sais que vous êtes beaucoup à avoir un peu la flemme, ouais bon j'ai lu le livre mais j'ai pas envie d'aller sur Amazon, écrire, laisser 5 étoiles, etc. Si vraiment t'en es à ce niveau-là, utilise ChatGPT et laisse-moi un petit commentaire. La puissance du commentaire est phénoménale. C'est un petit geste pour vous, mais un grand geste, pas pour l'humanité, mais pour moi en tout cas. Et sans plus tarder, commençons notre lecture de ce nouvel extrait du livre Caractère, 12 types de femmes à éviter, avec le type numéro 6, la dopamine junkie, une accro aux réseaux sociaux et aux sites de rencontres.
L'addiction à la dopamine constitue l'un des plus grands maux de notre civilisation. Réseaux sociaux, sites de rencontres, pornographie, séries télévisées ne sont que quelques exemples de tous les stimulateurs qui déclenchent quotidiennement cette hormone du plaisir. Même nos échanges quotidiens les plus banals ont été parasités et pervertis par les fournisseurs de services de messagerie du type WhatsApp, mais pas uniquement, qui exploitent allègrement notre recherche constante de dopamine afin de nous maintenir accros à leur service. J'ai toujours trouvé le système d'accusé de réception de l'application WhatsApp extrêmement anxiogène. Lorsque vous envoyez un message et que vous voyez apparaître une seule coche grise, cela signifie que le message n'a pas été reçu, souvent parce qu'il n'y a pas de connexion Internet ou lorsque le téléphone de votre interlocuteur est éteint. Mais dans d'autres cas, cela peut aussi vouloir dire que votre interlocuteur vous a bloqué. Lorsque vous voyez apparaître 2 coches grises, cela signifie que le message a été reçu, mais qu'il n'a pas encore été lu. Cependant, il a peut-être été aperçu par votre interlocuteur sur les notifications de son téléphone. Lorsque vous voyez apparaître 2 coches bleues, cela signifie que le message a été lu. Imaginez la frustration de celui qui envoie un message à une jeune femme qu'il vient de rencontrer en soirée et qui lui a gentiment donné son numéro de téléphone. Ce jeune homme envoie à cette jeune femme un message pour lui dire à quel point il a été heureux d'avoir fait sa connaissance et qu'il aimerait la revoir. Il voit donc apparaître les 2 coches grises sur l'écran de son téléphone. Pour l'instant, pas de panique, le message a bien été reçu, sauf que les 2 coches restent grises pendant plus de 24 heures. Le niveau d'anxiété du jeune homme commence à monter. Pourquoi ne lit-elle pas son message? Mais il se ravise en se disant qu'elle était peut-être occupée, qu'elle avait d'autres choses à faire. 48 heures s'écoulent depuis ce premier message. Toujours pas de réponse. Cette fois-ci, son niveau d'anxiété est au plus haut. Son corps se met à sécréter du cortisol, l'hormone du stress. Il commence à comprendre que cette jeune femme n'était sans doute pas aussi intéressée que ça. Son niveau de dopamine chute au plus bas. Mais il ne se démonte pas. Avec l'énergie du désespoir, il lui envoie un second message pour lui demander si tout va bien. Cette fois-ci, surprise. Au bout d'une demi-journée, les 2 coches passent au bleu sur les 2 messages précédents, signifiant qu'elle les a enfin officiellement lus. Jean-Jacques est aux anges. Cette fois-ci, au moins, il est certain qu'elle a lu ses messages. La demoiselle se résigne enfin à répondre, mais comme bien souvent, elle lui explique très poliment qu'elle est occupée et qu'elle n'a pas trop de temps pour sortir. Ou encore qu'elle sort d'une relation difficile et qu'elle ne se sent pas prête à se remettre avec un homme pour l'instant. Elle a besoin de temps. Le niveau de dopamine de Jean-Jacques, qui avait repris du poil de la bête après l'affichage des 2 coches bleues, s'effondre de nouveau. Il mettra plusieurs jours avant de se stabiliser et il ressassera cet épisode pendant plusieurs semaines en se demandant ce qui n'a pas marché, ce qu'il aurait dû faire autrement. Il se met alors à relire les messages en se disant que la formulation n'était pas assez bonne ou qu'il aurait dû attendre un peu plus longtemps avant de lui écrire. Mais Jean-Jacques, comme beaucoup d'hommes, se fabrique des scénarios inutiles dans sa tête. La demoiselle n'était juste pas suffisamment intéressée. Parfois, il faut savoir prendre les choses pour ce qu'elles sont. La dopamine est à la base une hormone utile, essentielle à notre survie, car elle nous procure la force et l'énergie pour agir, entreprendre et exécuter les tâches nécessaires à notre survie. C'est pour le dire simplement, l'hormone de l'action et de la motivation. La dopamine est un neurotransmetteur, un messager chimique qui assure la transmission des messages d'un neurone à l'autre. Cette substance est naturellement sécrétée dans le corps humain, elle est produite en partie par l'hypothalamus, mais aussi par le locus niger, situé au niveau de la moelle épinière, ainsi que par les corps striés dans la partie basse du cerveau. Cette hormone fait partie du système de récompense de notre cerveau. Lorsque nous réussissons une tâche ou que nous atteignons un objectif, notre cerveau sécrète ce neurotransmetteur afin de nous récompenser de cette bonne action et de nous motiver à en produire une autre. La dopamine est notamment sécrétée lors des rapports sexuels. C'est ce qui nous procure cette sensation de bonheur intense pendant et après l'acte sexuel qui nous motive à renouveler l'expérience et éventuellement
à nous reproduire. Comme je ne le dirai jamais assez, tous nos comportements, toute notre biologie, la chimie, la psychologie et la structure de notre cerveau n'ont qu'un seul objectif, la survie et la reproduction de l'espèce. Cependant, si dans la plupart des cas, la dopamine exerce une influence positive sur nos comportements, en nous procurant l'énergie, la motivation et la force vitale pour entreprendre, elle peut rapidement devenir notre pire ennemi lorsqu'elle est produite de manière artificielle. C'est notamment le cas dans la consommation de drogues, amphétamines, cocaïne, morphine, héroïne, cannabis, etc., connues pour artificiellement augmenter la sécrétion de dopamine, créant une sensation intense de bonheur que le consommateur de ces substance souhaitera renouveler. Cette envie de reproduire l'expérience afin de retrouver la sensation du bonheur perdu est à l'origine de l'addiction aux drogues, mais pas uniquement. Elle est également à l'origine de la dépendance affective. L'envie maladive de revoir une ex-compagne ou de renouer avec une ancienne relation n'est en réalité que l'envie de recréer l'expérience et les conditions qui ont mené à la sécrétion de dopamine qui nous avait procuré tant de bonheur. Et dans ce domaine, la dépendance à la pornographie n'est pas en reste. Des millions de jeunes hommes à travers le monde, de Los Angeles à Tokyo en passant par Paris, restent enfermés chez eux à se masturber des heures durant. Beaucoup n'ont plus de sexualité, hormis cette relation qu'ils entretiennent avec leur écran. La pornographie ainsi que toutes les formes de sexualité virtuelle déclenchent notre sécrétion de dopamine comme pourrait le faire un rapport sexuel réel. Le bonheur éphémère que cela procure poussera le spectateur à reproduire l'expérience encore et encore, parfois une dizaine de fois par jour, tous les jours. À l'instar des drogues, le consommateur de pornographie sera toujours à la recherche d'un niveau d'intensité et de stimulation supérieur, le conduisant à consommer du porno toujours plus violent, toujours plus brutal. Dès que l'effet de la dopamine s'estompera, notre protagoniste masturbateur tombera à des niveaux d'insatisfaction et de dépression bien plus importants que ce qu'il pouvait ressentir au départ, ce qui l'amènera à replonger aussitôt. Les développeurs de réseaux sociaux, avec en tête Instagram, ont très tôt compris que la dopamine constituait une arme puissante qu'ils pourraient exploiter afin de fidéliser des millions d'utilisateurs à travers le monde. Pour cela, il leur fallait mettre en place un système poussant les utilisateurs à revenir sur la plateforme encore et encore. Ils avaient conscience que le seul moyen de faire exister et de pérenniser les réseaux sociaux était de les rendre addictifs. Le système qu'ils ont trouvé est aussi simple qu'ingénieux. Il s'agit du like, le fameux bouton j'aime représenté par un cœur. Avec ce système, lorsque vous postez une photo de vacances, vous voyez instantanément combien de personnes ont aimé, liké votre photo. Si le nombre de likes se révèle satisfaisant, vous êtes aux anges. Vous éprouvez une sensation intense de plaisir et de satisfaction. Félicitations! Vous venez de déclencher votre sécrétion de dopamine. Dans le cas contraire, si peu de personnes, voire personne n'a aimé votre photo ou votre vidéo, c'est l'humiliation. S'ensuit alors une terrible sensation de mal-être, de tristesse et de solitude. Si cette expérience se répète, elle peut mener l'utilisateur de cette plateforme à la dépression. Instagram reste l'une des pires applications dans ce domaine. Une application essentiellement basée sur le partage de photos et de vidéos courtes. Au départ, une simple application permettant de partager avec ses proches et ses amis des photos de vacances ou de la vie courante, elle s'est vite transformée en phénomène de société et en véritable obsession pour certains. Des millions d'Instagrammeurs, hommes comme femmes, même si l'application reste à dominante féminine, se mettent aujourd'hui en scène dans des paysages féeriques, simulant une vie que beaucoup d'entre nous n'auront jamais. Ils se mettent en scène à la plage, à la montagne, en ville, devant des bâtiments ou des lieux emblématiques, Tour Eiffel, Colisée, pont de Brooklyn, île de Santorini. Ils se mettent en scène consommant un petit déjeuner copieux et des mets délicieux au bord d'une piscine. Ils se mettent aussi parfois dans des situations extrêmes, faisant du saut en parachute ou sautant à l'élastique depuis un pont. Beaucoup se mettent inutilement en danger pour immortaliser le cliché parfait, au bord d'un volcan, d'une falaise ou d'un rocher surplombant un fjord
de Norvégiens. Certains y laisseront la vie, tentant d'obtenir un maximum de likes de la part de leurs followers. Sur les réseaux sociaux, la simulation joue un rôle important, car soyons honnêtes, tout cela n'est que simulation. Après leurs brèves vacances ou leur petite escapade, les utilisateurs d'Instagram retourneront majoritairement à leur travail et à leur vie somme toute banale. Ils ne représentent en réalité qu'une minorité, le 1% des 1%, essentiellement des célébrités et des influenceurs rémunérés, à pouvoir maintenir ce train de vie durant toute l'année. Comme l'explique Jean Baudrillard dans son livre Simulacre et simulation, le propre de la société postmoderne est de rendre la simulation plus importante que le réel. Ce qui prime pour tous ces Instagrammeurs, ce n'est pas la réalité de l'expérience vécue, mais sa représentation en photo ou en vidéo. Peu importe si l'on a détesté ses vacances en Grèce en raison de la chaleur, peu importe si l'on a été massacré par les moustiques en tentant d'obtenir le cliché parfait sur une île des Seychelles, peu importe si l'on s'est fait agresser l'arme au poing et voler toutes ses affaires en Colombie. L'important, c'est que la photo soit réussie. L'important, c'est que la simulation soit parfaite. Ce qui compte avant tout, c'est d'obtenir un maximum de likes. L'expérience du réel n'est qu'accessoire. Mais pourquoi donc cette obsession pour le like ? L'être humain est un animal social qui a toujours vécu en communauté. Qu'elle soit nomade ou sédentaire, la communauté a toujours été le mode de fonctionnement par défaut de l'humain. Sa survie et sa capacité à se protéger des éléments et des prédateurs passe par sa capacité à appartenir à un groupe. Lorsqu'on observe l'humain, on constate que c'est un animal relativement fragile. Contrairement aux vrais prédateurs, lions, ours, requins, crocodiles, aigles, l'humain a gagné sa place en haut de la pyramide alimentaire, non en raison de sa force physique, il se ferait d'ailleurs déchiqueter par n'importe quel prédateur, mais plutôt par son intelligence, sa capacité à fabriquer des outils et son aptitude à collaborer avec les autres. Et hormis quelques exceptions qui confirment la règle, l'aptitude sociale de l'humain à vivre en groupe a toujours déterminé son aptitude à la survie. Je ne pense d'ailleurs pas que l'histoire ait retenu l'existence d'un chasseur de mammouths solitaire. Et encore aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise et des affaires, votre aptitude à communiquer avec les autres constituera l'une des clés de votre succès. Face à cette importance vitale de l'appartenance au groupe, il paraît aisé de comprendre pourquoi tant de personnes se sentent terrifiées par l'idée de la solitude et de l'isolement, car du point de vue de l'évolution, l'isolement signifie la mort. La puissance des réseaux sociaux réside dans le fait qu'ils ont réussi à reproduire ce sentiment d'appartenance au groupe par le bouton « like », le fameux « j'aime », signifiant qu'on est validé et aimé par le groupe. Cela parle à nos instincts les plus primitifs et les plus profonds. Et même si beaucoup de nos contacts Instagram ne sont d'aucune utilité, dans le sens où ils ne sont d'aucune aide concrète dans la vie réelle, notre cerveau ne fait aucune différence. Car soyons honnêtes, le jour où vous aurez réellement besoin d'aide, vous vous adresserez à votre famille, à vos amis proches ou même au service public, plutôt qu'à l'un de vos contacts Instagram qui sera certainement occupé à prendre des photos au bord d'une piscine à Dubaï. Cependant, comme nous venons de le dire, le cerveau humain se fait hacker par les réseaux sociaux et ne fait aucune distinction entre la reconnaissance sociale virtuelle émanant de nos contacts sur les réseaux sociaux et la reconnaissance sociale de la vie réelle, celle provenant de notre famille, de nos amis et de nos collègues. Les développeurs de réseaux sociaux qui ont largement étudié cette faille et compris le fonctionnement primitif du cerveau humain l'exploitent sans vergogne. Cette faille se révèle encore plus grande chez la femme car son besoin d'attention, d'être vue, aimée et admirée est encore plus grand. Preuve en est le nombre bien plus important d'utilisatrices que d'utilisateurs sur les réseaux sociaux. Sur Instagram notamment, les femmes représentent en France plus de 54% des utilisateurs et elles sont aussi beaucoup plus actives que les hommes sur ce réseau social.
Nous avons parlé de la fragilité de l'homme, seul face aux éléments et aux prédateurs, et de la nécessité du groupe pour chasser et se protéger. Eh bien, il est aisé de comprendre que cette indispensabilité s'avère bien plus grande chez la femme, celle-ci étant plus fragile, moins forte physiquement, avec une masse musculaire inférieure à celle de l'homme. La nécessité du groupe pour la protéger est d'autant plus grande. Et pour qu'on la protège, il faut d'abord qu'on la remarque. C'est là que se situe l'origine de la recherche constante d'attention chez les femmes. Une femme que le groupe ne regarde pas, ne protège pas, est virtuellement morte. Cependant, si cette nature féminine qui consiste à rechercher l'attention et à se faire remarquer pour sa survie a été salutaire pour la femme du point de vue de l'évolution, elle a largement été pervertie par les réseaux sociaux. Car si la recherche d'attention dans le cadre d'un groupe de chasseurs-cueilleurs de 150 individus ne perturbe pas le cerveau des femmes en raison de l'échelle raisonnable dans laquelle se passent les interactions, la recherche d'attention d'une femme sur Internet avec des millions de potentiels followers ou suiveurs est une chose pour laquelle le cerveau humain, et celui de la femme notamment, n'est pas adapté. Et c'est là que se situe le danger des réseaux sociaux. Dans ce contexte, l'idée selon laquelle il faudrait éviter la femme accro aux réseaux sociaux doit commencer à vous sembler évidente. Le problème que représente cette femme est qu'elle éprouve un besoin constant de se sentir validée par les autres. Sa recherche permanente d'attention et son addiction au shoot de dopamine feront qu'elle ne se satisfera jamais de la simple attention que lui apporte un seul homme. Même en couple, marié ou pas, et avec un enfant, cela n'y changera rien. À l'image d'un cocaïnomane qui a besoin de sa dose quotidienne, elle ne pourra trouver de satisfaction que dans la validation de ses photos par ses milliers de followers. Et comme pour les drogues, la dose nécessaire à sa satisfaction sera toujours plus grande. Si elle a obtenu 100 likes sur sa photo précédente, elle ne se sentira satisfaite que si elle obtient 105 likes sur sa nouvelle photo fraîchement postée sur le réseau social. Et le nombre illimité de potentiels suiveurs auxquels elle a accès donne son caractère illimité à cette addiction. Bien entendu, elle tombera dans une dépression profonde si son nombre de likes venait à chuter soudainement. Fréquenter cette femme revient à fréquenter une junkie, une droguée de l'attention qui vous fera vivre ces changements d'humeur incessants au gré des doses de dopamine qu'elle reçoit. Scotchée à son écran de téléphone, elle se montrera tantôt euphorique, tantôt déprimée. Pour elle, vous n'existez pas et toute l'attention et l'affection que vous lui donnerez ne rivaliseront jamais avec l'attention que lui procure le monde virtuel, le monde illimité de la simulation. En plus des réseaux sociaux, les applications de rencontres ont contribué à détruire le cerveau de nombreuses femmes qui s'avèrent aujourd'hui incapables de choisir un partenaire et de se satisfaire d'une relation. En connectant des millions de femmes à des millions d'hommes à travers le monde, elles ont créé ce que l'on pourrait appeler l'illusion du choix. Car virtuellement, ces femmes pensent avoir le choix entre un nombre infini d'hommes qu'elles voient défiler sur leur écran. Cette illusion du choix fait drastiquement augmenter le niveau d'insatisfaction de ces femmes. Car pourquoi se satisfaire de tel ou tel homme qu'elles ont pu rencontrer dans la vie réelle lorsqu'il existe tellement d'autres possibilités dans le monde virtuel? Seulement voilà, elles se fourvoient en confondant l'illusion du choix et la réalité du choix. Car parmi les millions d'options d'hommes qu'elles pensent avoir, seule une poignée remplira les critères concrets de compatibilité. Car la photo d'un homme sur Tinder ne dévoile rien de sa valeur véritable, de sa voix, de sa confiance, de son odeur, de sa capacité à entreprendre. Cela nous donne tout au plus des informations sur la qualité de son physique, en admettant que la photo soit réelle et qu'elle ne soit pas trop modifiée pour paraître mieux qu'il ne l'est en réalité.
Elles sont donc des millions de femmes à se rendre à des dates, jour après jour, semaine après semaine, avec des hommes rencontrés sur Tinder et qu'elles ont fantasmés au travers d'une jolie photo, pour se rendre compte que l'expérience réelle, à quelques exceptions près, est bien en dessous des espérances qu'elles y avaient placées. Tout au plus, cela mènera à un rapport sexuel ou à un plan cul s'il y a eu affinité, mais cela aboutit rarement à une relation stable sur le long terme. Si tel était l'objectif, cela est un moindre mal. Mais pour celles qui espéraient rencontrer le père de leurs enfants sur Tinder, la chute risque d'être brutale. Autre élément qui contribue à cette distorsion de la réalité sur l'application de rencontre Tinder, c'est la tendance des hommes à valider tous les profils. Alors que les femmes ne valident statistiquement qu'un profil d'homme sur 10, les hommes valident quasiment tous les profils de femmes qu'ils voient défiler, parfois sans distinction. La moindre femme, quelques heures après avoir créé son profil sur Tinder, peut se retrouver avec une centaine de j'aime. Comment garder la tête froide face à autant d'attention ? La réponse à ce phénomène se trouve encore dans notre évolution. Les hommes sont génétiquement programmés pour disperser leurs gènes et se reproduire avec un maximum de femmes, ce qui explique notre abondance de sperme et notre capacité à renouveler notre stock quotidiennement. Si l'humanité venait à disparaître, 10 hommes pourraient à eux seuls produire la quantité de sperme suffisante pour repeupler la planète. Vous aurez compris que le nombre de femmes nécessaires au repeuplement sera bien plus important, quelques centaines probablement, afin d'assurer un minimum de diversité génétique. Et surtout, les 9 mois requis pour produire un humain sont incompressibles. Le délai de gestation nécessitera bien plus de femmes que d'hommes pour ce repeuplement. Aussi, le risque inhérent à la grossesse rend les femmes bien plus méfiantes et rigoureuses dans le choix de leur partenaire. Être mise enceinte par un homme faible, malade ou incapable de la défendre a historiquement signifié pour la femme une mort certaine. Si cela est difficile à concevoir dans notre monde moderne, conditionné par les aides sociales, l'omniprésence de l'État et des services sociaux, cela n'a pas toujours été le cas à des époques pas si lointaines. Et une femme devait sa survie et celle de ses enfants à un homme fort. Le programme sexuel dicté par notre évolution depuis des millions d'années est donc à l'origine du phénomène que nous avons décrit sur Tinder. Par ce fait, les hommes ont peu ou pas de validation, de likes, alors que les femmes sont survalidées et bien plus que dans la vie réelle, ce qui contribue à la distorsion qu'elles entretiennent du monde et du marché sexuel. Qu'elles soient moches, belles, grandes, petites, grosses ou fines, elles trouveront toutes leur lot d'admirateurs. Et comble de l'ironie, même les femmes obèses ont leur petit fan club, ces hommes qui se sont découverts une passion pour les grosses. Mais cela est un autre sujet, qui relève selon moi plus du désordre mental qu'autre chose. Pour moi, un homme véritable est attiré par la beauté, la symétrie et la fertilité chez une femme. Penser différemment serait tout au plus de la malhonnêteté. Beaucoup d'hommes, faute d'avoir eu accès à mieux, se confortent dans l'idée qu'ils sont heureux avec la grosse. La triste réalité est que c'est tout ce à quoi ils ont pu avoir accès. La simulation de l'abondance générée par les applications de rencontres transforme donc les femmes en éternelles insatisfaites. Celles qui en abusent traversent la vie en pensant qu'il y a toujours mieux, qu'aucun homme n'est assez bien pour elles. Pourquoi se contenter de celui-ci ou de celui-là lorsqu'il y en a tant d'autres ? Les femmes les plus intelligentes, les plus conscientes ne feront qu'un bref passage sur les applications de rencontres, souvent après une rupture ou par simple curiosité, mais elles réaliseront très vite le gouffre et la perte de temps que cela représente. Elles réaliseront très vite que si la quantité est indéniable, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Elles quitteront alors ce zoo virtuel pour se tourner vers un moyen plus simple et plus sain pour rencontrer des hommes, à savoir la vie réelle.
Éviter les femmes accros aux réseaux sociaux et aux applications de rencontres, c'est donc éviter l'éternelle insatisfaite. C'est éviter celle pour laquelle vous ne serez jamais assez bien. C'est éviter celle qui vit dans un monde parallèle, dans une matrice, dans un métaverse qui lui distribue sa dose quotidienne de dopamine. Cette femme finira par vous tromper et vous quitter, car elle se montrera incapable de résister à la tentation de tout ce que lui offre le monde virtuel, aussi faux soit-il. Et d'ailleurs, comment faire le poids face à des centaines de likes que lui envoient ses admirateurs? Votre présence, votre affection et votre attention ne lui offriront jamais la dose de dopamine que génère 200 likes sur une photo Instagram. En général, elles quittent ce cercle vicieux la trentaine allègrement passée, plus arrêtées par leur horloge biologique que par leur raison. Mais à ce stade de votre lecture, vous connaissez également mon avis sur la femme trentenaire, cette épave. Donc n'y touchez pas non plus. Pour conclure, nous dirons que lorsqu'il s'agit d'Internet, de la pornographie, des réseaux sociaux et des sites de rencontres, la dopamine, hormone de l'action et de la motivation, se transforme en poison. Elle met en esclavage des millions d'utilisateurs qui attendent chaque jour leur dose comme des junkies tremblotants en manque de likes, d'attention et de stimulation. L'héroïne du web. Chaque fois que vous verrez une femme scotchée sur son téléphone à consulter ses likes ou à regarder la vie des autres sur Instagram, fuyez. Fuyez cette femme comme la peste car elle n'est pas de ce monde. Elle vit dans un monde parallèle, un métaverse dont elle est la star et qui la gratifie pour le temps de vie qu'elle y consacre. Pour elle, vous n'êtes rien et ne serez jamais rien. Tout au plus, vous incarnez une relique des temps anciens, un objet de la vie réelle qui fait pâle figure face aux milliers d'admirateurs que cette junkie, en manque permanent de dopamine, entretient dans son monde parallèle, dans le monde simulé de la matrice. Da da da